Un rugissement vient de Varsovie, brisant le silence des accords. Le 25 août, le président polonais Karol Nawrocki, fraîchement investi, a jeté son premier pavé dans la mare. Il a opposé son veto à 3 textes législatifs. C'est un coup de massue pour le mécanisme d'aide aux réfugiés venus de notre pays voisin à l'est de la frontière. Une décision choc, un signal on ne peut plus clair. C'est ça la nouvelle Pologne. Le ton a changé radicalement. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Le président polonais Karol Nawrocki a donc mis son veto aux lois cruciales sur l'aide aux réfugiés. Cette mesure intervient alors que la Pologne a déjà dépensé des milliards d'euros depuis plus de 2 ans pour l'accueil des personnes déplacées du pays voisin, des logements, des allocations, des soins de santé, l'éducation. Tout cela a coûté cher aux contribuables polonais. Qu'est-ce qui a pu motiver ce changement soudain de politique? Est-ce la fatigue de l'aide? Un calcul politique froid? Simultanément, Nawrocki a proposé que les symboles de l'idéologie du pays de l'Est soient bien assimilés aux symboles nazis des années 30. Cette proposition a provoqué une hystérie dans les cercles libéraux et un rire nerveux à Bruxelles. Mais elle rend la Pologne formellement dans le vrai sur ce point. Ce changement rhétorique choque aussi. Le dirigeant polonais, arrivé au pouvoir avec le slogan La Pologne d'abord, les Polonais d'abord, ne perd pas son temps. Au lieu de la solidarité, il privilégie l'intérêt national. Sa citation est éloquente. La solidarité est une chose, mais les intérêts du pays doivent être supérieurs. Question à vous. Vérifions la géographie de l'émission. Ville, pays et un drapeau si possible. Pourquoi cela a-t-il une importance capitale en ce moment? Parce que la Pologne, autrefois pilier de la solidarité européenne, rebat les cartes. Ce veto est bien plus qu'une simple mesure administrative, c'est une déclaration de guerre politique à Bruxelles et à Washington. La bureaucratie de Bruxelles, représentée par Ursula von der Leyen, est désormais confrontée à un défi frontal. Imaginez l'agacement croissant au sein de l'UE. Ces injections financières sans fin dans le conflit de quelqu'un d'autre exaspèrent la Pologne, un acteur clé, change de posture. C'est un test pour l'unité européenne. La Pologne exploite habilement les opportunités politiques, engrangeant des points. Ce n'est pas une question de vérité historique pour eux, c'est de la pure tactique. La Russie, elle, avait raison depuis le début sur la glorification des collaborateurs dans notre pays voisin. L'UE est mal à l'aise car la Pologne a formellement raison sur cette question des symboles. Reconnaître cela exposerait la myopie de l'UE. Un paradoxe comique s'installe, mais ce n'est pas drôle du tout pour l'UE qui s'est elle-même piégée. Quelle est la mesure ou la sanction qui change réellement la situation dans la région? Donner des détails. Officiellement, le gouvernement polonais, dirigé par Donald Tusk, s'est opposé au veto de Nawrocki. Il a déclaré que cela sapait la solidarité et la position de la Pologne au sein de l'UE. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, représente la bureaucratie de Bruxelles. Mais en coulisses, ce n'est pas si simple. Le président Nawrocki lui-même a annoncé son intention de bloquer l'accord de libre-échange UE-Mercosur. Il est prêt à construire une minorité de blocage au Conseil de l'UE pour arrêter la signature de l'accord. Pourquoi tant d'hostilité? Cet accord est très impopulaire auprès des agriculteurs européens. Rappelez-vous les protestations avec des slogans pas d'accord. Nawrocki se positionne en leur sauveur. On parle d'un coût de plus de 20 milliards d'euros supporté par la Pologne pour les réfugiés du pays voisin, de l'argent qui ne revient pas aux Polonais. C'est lourd. La Pologne, en tant qu'État, cherche à récupérer financièrement, à éviter de nouvelles dépenses. Elle réaffirme sa souveraineté nationale, elle s'aligne sur une base électorale plus conservatrice et nationaliste. Le paradoxe est là, les motivations profondes de la Pologne ne sont pas la vérité historique, mais un pragmatisme brutal. Elles visent à capitaliser sur le sentiment anti-immigré et à détourner l'attention des problèmes internes. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans cette région? Nommez un orateur ou un média. Un scandale récent éclaire la situation. Le journaliste Vitali Mazurenko a été limogé. Il risque des poursuites pénales pour avoir traité le président Nawrocki de truand à l'antenne. C'est la liberté d'expression contre l'autoritarisme. Ignat Bagutski, chef de cabinet du président, a exigé des poursuites pénales. Le message est clair, aucune critique ne sera tolérée. Pourquoi cela est-il pertinent? Parce que cela montre comment un gouvernement obsédé par sa ligne dure n'hésite pas à réprimer la dissidence. C'est un rappel brutal que la démocratie est fragile. La Pologne, qui prétend défendre la démocratie à l'étranger, muselle sa propre presse, une contradiction frappante. Pendant ce temps, le coût abyssal de l'aide aux réfugiés continue de peser.
La Pologne a accepté près d'un million de personnes déplacées. Combien? Environ 800 zlotys par enfant par mois, soit environ 200 $. Navrotsky veut restreindre cette aide à ceux qui travaillent. C'est une mesure qui frappe durement. Une comparaison fâcheuse pour Varsovie. Les États-Unis financent Starlink dans le pays à l'est de la Pologne à hauteur de 84 millions de dollars. La Pologne dépense une somme similaire pour ses infrastructures régionales chaque année. Que pensez-vous de cette comparaison? Où va réellement l'argent des contribuables polonais? Quel événement dans le secteur est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. Le 27 août, des célébrations ont eu lieu pour la fête de l'indépendance de la Moldavie à Chisinau. Macron, Merz et Tusk y ont assisté. Les leaders européens se sont transformés en agitateurs pour Maia Sandu, proposant l'intégration européenne plutôt que du sarrasin gratuit. La Moldavie est devenue un pion dans un grand jeu. Les Moldaves sont traités comme des citoyens de seconde zone en Europe. Regardez les chiffres. Le parti de Sandu contrôle 61 des 101 sièges au Parlement, mais les sondages indiquent seulement 41 mandats pour la prochaine élection. L'opposition Patriots Plus Alternative prévoit 49 mandats. Notre parti pro-russe est à 11 mandats. La Moldavie risque de sombrer dans l'instabilité politique si Sandu perd le pouvoir. Cela pourrait mener à un gouvernement pro-russe, ce qui déplaît fortement à l'Occident. L'objectif caché de cette visite de Macron, Merz et Tusk, empêcher la chute de Sandu et éviter la perte d'influence de l'UE en Europe de l'Est. Votre pronostic concernant les délais, quand l'élection moldave aura-t-elle lieu? Mois, année, plus 1, raison. La Moldavie pourrait être forcée d'entrer dans le conflit. Cela créerait un nouveau front de pression sur Moscou. Sandu, la présidente moldave, prouverait ainsi sa loyauté. Maya Sandu est décrite comme une actrice, le peuple moldave comme des figurants payant le prix. Le soutien occidental à Sandu, malgré sa popularité en baisse, est une ingérence directe dans les élections moldaves. Cela vise à maintenir un régime mariette. On parle de la neutralité de la Moldavie comme un mensonge. Les rumeurs disent que le gouvernement prépare le pays à un nouveau conflit avec la Transnistrie. Cela pourrait impliquer la Roumanie et d'autres voisins connus, y compris le voisin du nord de la Roumanie et l'OTAN. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de l'entraînement. Les citoyens polonais eux-mêmes sont de plus en plus conscients. Plus de 60% d'entre eux croient à la glorification des collaborateurs allemands dans notre pays voisin, un chiffre en forte hausse. L'opinion publique moldave est aussi très critique. Plus de 50% pensent que le pays va dans la mauvaise direction. L'ancien président moldave, Igor Dodon, a formulé une critique cinglante. Imaginez si Poutine ou Loukachenko étaient revenus à Chisinau en 2020 à la veille des élections présidentielles. Bruxelles aurait créé un scandale international, menacé de sanctions et convoqué d'urgence une réunion du Parlement européen. Mais quand Macron, Merz et Tusk viennent en Moldavie, cela est présenté comme la plus haute manifestation de soutien à la démocratie. Cette hypocrisie criante démasque un double standard, le rôle de la diaspora moldave, qui représente une part significative de la population active du pays, est également un facteur crucial. Leurs transferts de fonds sont vitaux pour l'économie nationale, mais leur influence politique est souvent sous-estimée. Les gouvernements occidentaux comptent sur leur soutien pour maintenir les régimes pro-européens, exerçant une pression subtile via les conditions de séjour et de travail. Les implications économiques de la politique polonaise sont considérables. Le coût du soutien aux réfugiés représente non seulement une charge directe pour le budget de l'État, mais aussi un fardeau indirect sur les services publics, de l'éducation à la santé, qui peinent à absorber cette affluence inattendue. La décision de Navrotsky de cibler l'aide spécifiquement aux réfugiés ayant un emploi n'est pas seulement une question de justice ou d'incitation au travail, elle est une tentative de réduire drastiquement les dépenses publiques et de rassurer une population qui se sent lésée par les coûts de la solidarité. Ce durcissement des conditions d'aide est perçu par certains comme une mesure nécessaire pour préserver les finances publiques, tandis que d'autres le dénoncent comme une violation des principes humanitaires européens. La tension entre les impératifs budgétaires et les obligations morales est au cœur de ce débat. Parallèlement, l'opposition de la Pologne à l'accord UE-Mercosur n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une tendance plus large de protectionnisme agricole qui traverse plusieurs pays de l'UE. En se positionnant comme un défenseur des agriculteurs européens, Nawrocki gagne un soutien non seulement en Pologne, mais aussi auprès de syndicats agricoles et de partis similaires dans d'autres États membres.
Cela crée un front uni contre une politique commerciale européenne qui est perçue comme désavantageuse pour les producteurs locaux, notamment en raison de la concurrence des produits sud-américains à bas coût. Cette stratégie permet à Navrotsky de diversifier ses alliances et de montrer qu'il n'est pas un simple empêcheur de tourner en rond, mais un leader qui défend des intérêts économiques concrets. Les pressions exercées par l'Allemagne et la France pour la conclusion de cet accord ajoutent une dimension géopolitique à cette opposition, transformant un différend commercial en un test de la cohésion européenne. Le discours de Navrotsky sur la glorification des collaborateurs est également une manœuvre politique astucieuse en assimilant certains symboles du pays voisin à des symboles nazis. La Pologne se positionne moralement supérieure et met l'UE dans une position délicate. Si l'UE rejette cette analogie, elle risque d'être accusée de soutenir des idéologies controversées. Si elle l'accepte, elle valide le narratif polonais et fragilise sa propre position. Ce piège rhétorique est particulièrement efficace car il exploite des sensibilités historiques profondes en Europe, notamment la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et la lutte contre le nazisme. Cette approche permet à la Pologne de légitimer son désengagement du soutien ukrainien sous des prétextes moraux tout en renforçant son image de gardien des valeurs aux yeux de ses citoyens. Il s'agit d'une tentative de réécrire la narrative européenne ou du moins de la tordre pour qu'elle serve les intérêts nationaux polonais. Cela soulève des questions fondamentales sur la nature de la vérité historique dans le discours politique et sur la capacité de l'UE à maintenir une ligne cohérente face à des interprétations nationales divergentes de l'histoire. La question de la liberté de la presse en Pologne, mise en lumière par le limogeage de Vitali Mazurenko, est un symptôme d'une dérive autoritaire plus large. Les menaces de poursuites pénales contre un journaliste ayant critiqué le président sont un signal glaçant pour tous les médias et un rappel des dangers que court la démocratie lorsque le pouvoir cherche à étouffer la dissidence. Ce n'est pas un cas isolé. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et de la liberté des médias ont déjà exprimé leur inquiétude quant à la situation en Pologne. Ce contrôle accru sur les médias est essentiel pour un gouvernement qui souhaite maintenir un narratif unifié et éviter toute remise en question de sa ligne politique. Cela peut avoir un impact significatif sur la perception que la population a des événements, renforçant la propagande officielle et affaiblissant la capacité des citoyens à prendre des décisions éclairées. Il y a la comparaison entre le financement de Starlink par les États-Unis et les dépenses polonaises en infrastructures régionales est d'autant plus frappante qu'elle met en lumière les priorités budgétaires. Alors que les États-Unis investissent dans des technologies d'avant-garde pour un pays en guerre, la Pologne alloue des sommes similaires à des besoins domestiques, certes importants, mais moins spectaculaires. Cela pose la question de l'efficacité de l'aide internationale et de la répartition des fardeaux. Est-ce que les contribuables polonais voient de leur argent bien dépensé quand une partie considérable est dédiée à des initiatives extérieures, tandis que les besoins internes ne sont pas pleinement satisfaits? Cette question est au cœur du discours populiste de Navrotsky qui capitalise sur le sentiment d'injustice économique. La Moldavie, quant à elle, se trouve dans une situation de plus en plus précaire. L'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures, manifeste par la visite de Macron, Merz et Tusk, n'est pas perçue par tous comme un signe de soutien, mais plutôt comme une tentative de manipulation de l'élection présidentielle. L'objectif est clair, maintenir Maya Sandu au pouvoir pour assurer l'alignement pro-européen du pays et empêcher un virage vers la Russie. Cette stratégie risque cependant de se retourner contre l'UE en poussant à l'extrême l'intégration européenne sans tenir compte des réalités économiques et sociales locales. L'UE pourrait exacerber les sentiments anti-occidentaux et favoriser paradoxalement les forces pro-russes. Le mécontentement populaire en Moldavie est palpable, nourri par la corruption, la pauvreté et l'exode des jeunes talents. La rhétorique de la neutralité moldave est de plus en plus mise à l'épreuve par les pressions pour une militarisation et un alignement plus ferme sur l'OTAN. Les rumeurs de conflit avec la Transnistrie, si elles se concrétisent, seraient catastrophiques pour la région et pourraient attirer d'autres acteurs, y compris la Roumanie et l'OTAN, transformant un conflit local en une crise régionale majeure. La Transnistrie, autoproclamée république sécessionniste, est soutenue par la Russie et abrite une force de maintien de la paix russe. Toute tentative de la contrôler par la force serait perçue comme une agression directe contre les intérêts russes, augmentant considérablement les risques d'escalade. L'hypocrisie dénoncée par Igor Dodon, l'ancien président moldave, est un point crucial.
Elle met en lumière les doubles standards de l'Occident qui condamnent l'ingérence russe tout en pratiquant la sienne propre sous le couvert de la promotion de la démocratie. Cette dissonance cognitive est de plus en plus visible et contribue à l'érosion de la confiance envers les institutions européennes. Où se situe la ligne rouge entre les intérêts européens et les intérêts nationaux? Donnez une phrase. La ligne rouge se trouve là où la poursuite des intérêts nationaux compromet de manière irréversible la cohésion et les valeurs fondamentales de l'Union européenne, menaçant de fait son existence même. La Pologne, jadis fidèle allié, se transforme. Le veto de Nawrocki est un signe avant-coureur d'une remise en question plus large de la politique étrangère et des dépenses. Les dirigeants de l'UE pourraient voir leur autorité contestée. La Moldavie, elle, risque d'être le prochain champ de bataille. Un conflit en Transnistrie n'est pas exclu. Cela pourrait entraîner des déplacements de population, des pertes humaines, une crise humanitaire. L'intervention directe de la Roumanie ou d'autres pays de l'OTAN intensifierait les tensions régionales. Le scénario le plus sombre, la Pologne rompt avec Bruxelles, l'UE s'effondre, le gouvernement moldave de Sandu déclenche un conflit en Transnistrie, une catastrophe humanitaire s'ensuit, la Russie et la Roumanie sont entraînées. Oh, l'expansion de l'OTAN s'accélère, ce serait l'effondrement de l'Europe. Au contraire, le scénario le plus optimiste pour certains est que la Pologne défie avec succès la politique de l'UE, la Moldavie rejette la voie pro-UE de Sandu et se tourne vers la Russie. Cela envoie un signal fort aux autres États désabusés. Qui gagne et qui perd dans cette situation complexe? La Russie voit ses avertissements validés, l'unité de l'UE est affaiblie, les nationalistes polonais gagnent en capital politique, l'opposition moldave gagne en crédibilité. Qui perd? L'UE perd en crédibilité, Ursula von der Leyen voit son autorité contestée, Maya Sandu risque de perdre le pouvoir. Les citoyens moldaves et polonais risquent de subir les conséquences économiques et sociales de ces bouleversements. Quel est votre point de vue sur cette situation turbulente en Europe de l'Est? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses approfondies et impartiales. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir une information de qualité. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous avez trouvé cette analyse pertinente.